Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Cette morale ne nous convient pas. Saison 4, Oser l'utopie. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Ça pourrait provoquer un tremblement de terre terrible. Cette 4e saison propose d'explorer les utopies concrètes et réelles, les nouveaux modèles à inventer pour avancer vers plus de démocratie, plus d'écologie, plus de solidarité. The world is waking up. Pour vivre mieux, ensemble. And change is coming, whether you like it or not. Les procès du siècle, saison 4. Oser l'utopie. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 6. Chanter les oiseaux. Avec Sébastien Blache, Frédéric Giguet et Anne-Cécile Bras à la modération. Bonjour à tous. L'audience est ouverte. L'accusé à la barre, c'est l'humanité. 200 000 ans d'existence et nous voilà près de 8 milliards d'Homo sapiens à vivre à la surface de la Terre. Et les victimes, ce sont les oiseaux. Alors soyons clairs, l'ampleur du crime est inédite. Selon BirdLife International, près de la moitié des 11 000 espèces d'oiseaux répertoriées sur Terre sont actuellement en déclin. En Europe, 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans. Car oui, mesdames et messieurs, nous connaissons les coupables. L'agriculture intensive, la déforestation, la chasse, le changement climatique. Mais cette 4e saison des procès du siècle, organisée chaque lundi ici à Marseille par le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUSEM, chaque lundi, donc, ces procès sont placés sous le signe de l'utopie. Car nous pouvons arrêter ce carnage. Et ceux qui s'y attellent nous montrent le chemin. Des témoins seront appelés à la barre. Ils peuvent influencer le jury et peut-être espérer obtenir des circonstances atténuantes pour une humanité qui doit de toute façon, pour assurer sa survie, se réconcilier avec le vivant. Et j'invite tout de suite nos 2 experts à me rejoindre. Frédéric Giguet, professeur au Muséum français d'histoire naturelle, chercheur en biologie de la conservation, et vous avez dirigé le centre de recherche pour la biologie des populations d'oiseaux. Je vous en prie, installez-vous. Et j'invite notre 2e expert, Sébastien Blache, à entrer sur scène. Écologue et agriculteur. Et c'est en 2006 que vous avez repris avec votre compagne Elsa Gartner, qui est dans la salle, la ferme de votre grand-père, 11 hectares de monoculture de céréales. 17 ans plus tard, la ferme du Grand Laval, située à Montélier, dans la Drôme, dans le sud-est de la France, s'étend sur 50 hectares. C'est une exploitation agricole bio en polyculture élevage avec 120 brebis, 180 poules pondeuses, des vaches, des chèvres et des oiseaux qui reviennent nicher dans les champs. Vous allez nous expliquer tout cela. Mais pour introduire les débats, chers experts, j'aimerais que vous nous disiez ce que ce procès historique représente pour vous. Frédéric Giguet. Pour moi, à travers mes activités, ma passion pour les oiseaux depuis tout petit, la compréhension que j'ai de plus en plus poussée du monde des oiseaux, ce procès, c'est une incroyable opportunité de sensibiliser, de continuer à alerter sur la 6e extinction qui est en cours, mais qui n'a pas lieu dans les forêts tropicales lointaines, qui a lieu devant chez nous, tous les jours, et contre laquelle il existe des solutions. Donc je pense que c'est une formidable opportunité d'échanger, de communiquer sur tout ce qui va très mal et toutes les solutions qu'on a déjà trouvées qui pourraient faire que ça pourrait aller mieux. Sébastien Blache. Bonjour à tous. Moi, alors, je m'attendais pas en fait à vivre ça dans ma vie, en fait, à vrai dire. En 30-40 ans d'ornithologie, j'ai vu, moi, disparaître les oiseaux des champs. Et j'ai l'impression que là, on est à un tournant. C'est-à-dire qu'il se passe des choses très, très positives. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on voit.
Et par contre, quand on ouvre les yeux autour, là, on est venu de Valence tout à l'heure en voiture, on décrypte en fait un petit peu la sidération de ces champs vides d'alouettes, de tous ces oiseaux qui ne sont pas là en fait, quoi. Et donc ce procès, j'ai l'impression que, comme Frédéric, c'est peut-être prendre conscience que là, il faut vraiment changer certaines choses pour continuer à avoir des oiseaux, quoi. Alors pour comprendre l'ampleur du crime, il faut évidemment commencer par énoncer les faits, mesdames et messieurs, c'est la logique d'un procès. Frédéric Giguet, est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau de la situation ? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des réseaux de naturalistes qui comptent les animaux, les plantes, depuis un certain nombre d'années, des programmes de sciences participatives. Sur les oiseaux, on a la chance d'avoir en Europe des programmes qui sont en place depuis les années 60 et en France depuis 1989 exactement, avec des comptages chaque année d'oiseaux au printemps sur les mêmes sites par les mêmes personnes pour avoir une mesure comme un baromètre et voir comment évoluent ces populations. Et l'alouette des champs, par exemple, une espèce de milieu agricole, c'est un oiseau, si vous allez dans les champs, vous allez en entendre. Il y a 10 ans, on en entendait, il y a 20 ans, on en entendait. Mais si on ne les a pas comptés, on ne se rend pas compte que, année après année, le nombre d'alouettes diminue de 1 à 2% depuis 30 ans en France. 1 à 2% chaque année en moins, ça finit par faire beaucoup d'alouettes en moins, sauf qu'on ne s'en rend pas compte si on n'a pas ces comptages, parce qu'il y a toujours des alouettes. Et donc, on a comme ça une collection d'espèces où on va s'apercevoir qu'on a perdu beaucoup d'espèces spécialistes, les espèces qui ont des habitats particuliers, qui aiment le chaud, le froid, les milieux très ouverts, les milieux agricoles, les milieux forestiers, les vieilles forêts. Comme les habitats se dégradent, toutes ces espèces déclinent, disparaissent. La moitié des espèces du monde sont dans ce cas-là, déforestation, urbanisation, intensification agricole, changement climatique, le problème des espèces introduites sur les îles notamment. Imaginez qu'en Polynésie française, il y a des espèces d'oiseaux qui ont été observées uniquement par le premier naturaliste ayant débarqué sur un atoll avec un bateau. Il a vu un oiseau, il le décrit, il le peint, et plus personne ne reverra cet oiseau. Parce que le bateau est arrivé avec des rats. Comme il y avait des rats sur le bateau, il y a des chats pour chasser les rats, qui mangent les récoltes, les provisions qu'on a prises pour l'expédition. Et en fait, tout ce petit monde débarque sur l'île et va décimer des animaux qui n'ont pas évolué dans l'histoire, dans l'évolution, pour faire face à ces prédateurs. Voilà. Et donc, on a des constats dramatiques d'un grand nombre d'espèces qui sont en déclin et quelques espèces qui s'en sortent, qui bénéficient de la disparition des autres pour prendre leur place et qui vont être un peu l'arbre qui cache la forêt, avec certaines personnes qui vont dire « mais regardez, tout va bien, il y a de plus en plus de grands gibiers, il y a de plus en plus de sangliers, il y a de plus en plus de pigeons, il y a de plus en plus de merles ». Mais en fait, quand vous avez un peu plus de merles, vous avez 4 espèces de grives qui sont en train de disparaître. Sébastien Blache, est-ce que cet état des lieux fait écho à ce que vous constatez autour de chez vous dans la Drôme ? Nous, ce qu'on observe, en tout cas, dans la vallée dans laquelle on est, c'est une simplification terrible des habitats, sous la pression de l'urbanisme et puis les changements de pratiques agricoles. Ça se dirige vraiment vers une agriculture extrêmement simplifiée sur des filières de céréaliers principalement. Donc, plus besoin de haies, plus besoin de ruisseaux qui soient fonctionnels, plus besoin de tout ça, quoi. En fait, c'est des champs qui sont amendés et irrigués. Et on produit dedans des céréales, des oléaprotéagineuses, c'est-à-dire du tournesol, du maïs et du blé, en gros, quoi, pour l'élevage qui est lui-même en bâtiment. Donc les oiseaux sauvages dans tout ça, il n'y a plus d'habitat, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Et en même temps, sur notre ferme, de la manière dont on a abordé les choses, nous, on observe tout autre chose. Vous nous en parlerez dans un instant. Frédéric Giguet, vous êtes venu avec des pièces à conviction. Première pièce à conviction, une photo des courlis à bec grêle. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez décidé d'apporter cette pièce à conviction. Cette photo, elle a été prise en 1968 en France. C'est la dernière observation de cette espèce en France. C'était en baie de l'Aiguillon. Et la dernière observation au monde de cet oiseau, c'était en 1994 au Maroc, sur la lagune de Merjazerga, où quelques individus continuaient à hiverner. Et depuis,
plus personne n'a observé cet oiseau au monde. On ne savait pas où il nichait, probablement dans les steppes asiatiques en Russie, au nord du Kazakhstan. On n'a jamais trouvé de nid. On a essayé d'analyser la composition chimique de plumes d'oiseaux pour savoir où elles avaient poussé. On pense que c'est dans ces zones-là. Mais c'est une espèce qui migrait pour venir hiverner en Afrique du Nord et qui était au XIXe siècle assez commune en France. Enfin, on en trouve dans toutes les collections de muséums de région. On suppose que sa disparition est liée à l'assèchement de grandes zones humides dans ces steppes asiatiques en Russie, pour des mises en culture, pour l'assèchement de la mer d'Aral, etc. Mais en fait, c'était pour montrer un peu alors, vers quoi on tend si on continue à dégrader à ce point notre environnement et à assécher les zones humides et à utiliser des pesticides, à détruire les populations d'insectes. C'est que petit à petit, ces populations n'arrivent plus à se renouveler. Il n'y a plus assez de jeunes produits pour remplacer les adultes qui vieillissent et elles vont s'éteindre. Alors, c'est aussi un petit peu un exemple pour dire, on est en 2024, l'espèce a été déclarée officiellement éteinte, comme ayant disparu de la surface de la Terre, 30 ans après la dernière observation. Ça peut paraître énorme. On se dit, mais pourquoi 30 ans ? Pourquoi 30 ans ? Parce que, pour simplifier, on va dire un courlis peut vivre 30 ans. En fait, il y a eu des scientifiques qui ont fait des modèles mathématiques pour dire, voilà, si un courlis est vivant, il peut être jeune ou vieux, il peut être très vieux, il peut être vivant, vieux, mais on ne le voit pas, on ne le détecte pas. Et donc, on va, comme ça, estimer la probabilité qu'on puisse détecter un courlis qui soit vivant et qui soit vieux, et on estime qu'au bout de 30 ans, la probabilité qu'un courlis, même vieux, ait subsisté, qu'on n'ait pas vu, elle est de moins de 5%, donc on peut considérer, selon les critères des listes rouges d'extinction, que l'espèce est officiellement éteinte. Voilà, les faits sont désormais énoncés. Alors essayons maintenant de déterminer qui sont les coupables, même si nous l'avons déjà un petit peu évoqué. Et pour cela, j'appelle un premier témoin à la barre. Cher témoin, vous avez la parole. Bonjour, je m'appelle Barbara. Samedi, j'ai participé à la commission d'enquête. Ce soir, pour vous, je vais être Nina. Et donc, j'ai écrit une lettre à Monsieur le maire que je voudrais vous lire avant de lui faire parvenir. Monsieur le maire de toutes les vivantes et les vivants de Marseille, bonjour. Moi, c'est Nina. Je suis une pigeonne un peu dodue qui vit dans une coloc sous les combles au 32 rue Paradis. On y fait dortoir avec mon pigeon et 6 autres colocs. Alors, jusqu'à maintenant, la vie pour nous, c'était vraiment cool. Le petit-déj, juste un piqué dans le vide pour finir le reste des frites du camion pizza d'en bas. Balade, picorage toute la journée. Et le soir, câlin. Bref, rien à redire. Mais, depuis la semaine dernière, surprise. Les boomers du syndic nous avaient installé des pics partout, devant chez nous, sur les corniches, parce que soi-disant chez nous, c'est dégueulasse, alors qu'en vrai, nous, on trouve que ça passe. Bref, on s'est retrouvés expulsés sanitaires. Alors, on est allé se réfugier place du Général de Gaulle, et là, on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls. Des dizaines de milliers de familles de pigeons à garde qui ont commencé à discuter. Et les témoignages convergent. En fait, il semblerait qu'il y ait un plan de destruction à notre rencontre, avec des poses de pics, des installations de pigeonniers pour qu'on puisse couver ailleurs. Bon, en fait, c'est pour détruire nos œufs. Et il paraît que c'est vous, monsieur le maire, qui êtes responsable de tout ça. J'ai donc été déléguée pour engager des discussions avec vous et j'ai arraché ma plus belle plume pour vous écrire cette missive que je me ferai un plaisir de vous déposer moi-même à la mairie. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler 2 ou 3 trucs. Nous, les pigeons bisets, nous avons quand même une longue histoire avec vous, les humains. Vous nous avez domestiqués, mangés ou mis au travail. Voyageurs infatigables, nous avons porté vos messages à travers les tempêtes et sous la mitraille en fidèles serviteurs. Vous ne faisiez pas la fine bouche à l'époque. Du jour au lendemain, un de vos congénères invente le télégraphe. Et nous voilà devenus bouches inutiles à nourrir. Vous ouvrez nos cages et nos pigeonniers et nous voilà rendus à notre liberté. Mais nous, on vous aime. Vous nous avez fait venir, nous, on est bien avec vous, là, dans vos belles villes. Alors, c'est quoi le problème de notre cohabitation ? Vous nous reprochez d'être sales, d'être moches, de chanter faux, voire de ne pas chanter du tout. Sales ? Parce qu'en fait, on fiente sur les carrosseries des belles voitures de vos électeurs, quand vous déversez des mégatonnes de pollution dans tout ce qui vous entoure.
Moche, c'est une question de goût, monsieur le maire. Moi, mon Roméo, il me plaît bien et je crois que je ne le dégoûte pas trop non plus. On chante faux. Alors, c'est vrai, on n'a pas le chant du rossignol parce que nous, on roucoule. Mais finalement, du roucoulement au ronronnement du chat, il n'y a pas une grande différence. Et le chat, ça n'a pas l'air de vous gêner, en fait. Alors quoi ? En fait, vous seriez des défenseurs du vivant, propres sur soi, beaux et talentueux. Donc nous, on a juste un message à vous faire passer. Si vous voulez que vos miettes, vos déchets, vos frites froides ne vous gâchent pas ni la vie ni la vue, si vous voulez qu'on continue à faire croire à vos vieux qu'on aime leur pain sec juste pour leur faire plaisir, si vous voulez qu'on continue à faire courir vos gamins parce qu'ils aiment bien nous faire s'envoler, il faudrait voir désormais à respecter un petit peu les relations de bon voisinage. Et si c'est pas clair pour vous, on peut toujours organiser un sitting sur le balcon de votre bureau. Et croyez-moi, on peut venir nombreux. Il y aura tellement de pigeons qu'on verra même plus la mairie. Voilà. Alors, est-ce que je l'envoie, cette lettre ? Merci. Nina, la pigeonne de Marseille. Sébastien Blage, comment vous réagissez à ce témoignage ? Ben moi, le pigeon, en tant qu'agriculteur, c'est une espèce avec laquelle j'ai beaucoup de liens. Je pense que c'est un oiseau qui est effectivement qui a été domestiqué. Il reste des espèces sauvages aussi. Et l'espèce domestiquée, elle a vraiment une histoire avec nous qui est discontinue. Même si maintenant elle se perd un petit peu, il y a quand même toujours des peuples qui ont un lien très très étroit avec le pigeon, l'art de la colombophilie, pour ne serait-ce qu'admirer des vols continus dans le ciel, et du coup, à certains moments, des relations avec les oiseaux sauvages qui viennent les prédater. Enfin bref, je trouve ça très beau. Frédéric Giguet, vous avez travaillé sur les pigeonnes et les pigeons parisiens. Alors, est-ce que leur vie est la même qu'à Marseille ? Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit, parce que ce qu'on a fait à Paris, c'est on s'est aperçu, bien sûr, comme partout, qu'il y avait des pigeons à qui il manque plein de doigts aux pattes. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'ils sont très sales, ils ont des maladies, des lèpres, des bactéries. Et en fait, quand on y regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de traces de garrots sur les doigts des pigeons. On voit même beaucoup de pigeons avec des petites ficelles ou des cheveux qui sont entourés autour des doigts. Et en fait, donc on est allé compter dans une quarantaine de quartiers parisiens le nombre de doigts aux pattes des pigeons. Et on note tout ça. Et après, on a croisé ces bases de données avec des tas de données qui existent dans Paris sur le nombre de commerces par quartier. Et on a trouvé un lien entre le nombre de doigts aux pattes des pigeons et deux variables. La première, c'est les espaces verts. Plus il y a d'espaces verts, plus il y a de doigts aux pattes des pigeons. Alors, c'est que des corrélations. Mais ça laisse penser que s'il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'espace, les pigeons qui marchent tout le temps au sol, sur les trottoirs, eh ben, ils arrivent à garder leurs doigts. Et par contre, plus il y a de coiffeurs, et donc de cheveux, de déchets cheveux, dans les poubelles et sur les trottoirs, moins il y a de doigts aux pattes des pigeons. Et ça conforte le fait que c'est effectivement à force de marcher sur le sol tout le temps que les pigeons se prennent les doigts dans nos déchets, nos cheveux, nos ficelles. Des fois, ça s'entortille. Si ça s'entortille, ils vont essayer de tirer dessus pour l'enlever. Ça serre et en fait, ça fait un garrot. Le doigt nécrose et tombe. Et en fait, ces pigeons ne sont pas malades, lépreux et dangereux pour nous, mais ils sont des victimes de notre insalubrité, entre guillemets. Voilà, donc gérons nos cheveux, en conclusion. Et alors, on entend bien donc cohabiter en ville, c'est compliqué, mais alors à la campagne, c'est encore pire, j'ai envie de dire, parce que plus il y a de coiffeurs, moins les pigeons ont de pattes, mais plus il y a d'agriculture intensive, moins il y a d'oiseaux. Sébastien Blage, on peut dire ça comme ça ? Oui, bah c'est pas moi qui le dis, hein. Le Muséum, ça a été les premiers qui ont montré ça. Moi, effectivement, la première fois que j'ai réalisé, c'est quand le Muséum a publié une étude sur les pies. Justement, les premiers indicateurs, il y avait une thèse qui se faisait à ce moment-là, là, de François Chiron, et ils annonçaient une dégradation incroyable des populations de pies, et c'était totalement invisible chez nous, puisqu'on voyait tout le temps des pies. Or, quand on s'y intéressait, effectivement, il y avait moins de pies. Mais vous, cette situation, ça vous a créé des nœuds dans la tête, parce qu'en fait, vous aviez une formation d'agriculteur, puis vous êtes retrouvé à faire un service civique à la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux, et ça a changé complètement votre vision des choses. Quand je travaillais à la LPO, on essayait de travailler sur ces questions d'agriculture, mais c'était extrêmement compliqué, et ça allait toujours extrêmement compliqué. La profession d'agriculteur et les enjeux de l'agriculture, c'est quelque chose qui est éminemment complexe,
Les agriculteurs qui travaillent sont souvent pieds et mains liés avec les choix, avec la politique qui est mise en œuvre. Et c'est pas si simple que ça de faire changer les choses. Et du coup, moi, ça me désespérait un petit peu. Or, quand j'ai pu reprendre cette ferme, j'avais, pour le coup, en tout cas, j'avais l'impression, et il faut reconnaître que c'est le cas, donc c'est le cas pour beaucoup d'agriculteurs s'ils le veulent, on a quand même la possibilité d'agir sur nos milieux, on a quand même quelques possibilités de prendre des décisions nous-mêmes, quoi. Ça va nous donner quelques circonstances atténuantes dans un instant. Mais c'est vrai que dès 1962, pourtant, il y avait l'écologue et biologiste Rachel Carson qui craignait un printemps silencieux. Dès les années 60, on connaissait le problème. Mais est-ce que ce sont les agriculteurs vraiment qu'il faut condamner, ou est-ce que c'est plutôt une politique agricole qui date de la Seconde Guerre mondiale, finalement, qui a mis les agriculteurs dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui? Le premier problème, c'est la politique agricole. On passe d'une agriculture vivrière, où on a hérité d'habitats extraordinaires, à une agriculture industrielle qui a nécessité, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, là, quand on se promène de partout et qu'on voit du coup ces grands silos, ces grandes porcheries, ces poulaillers industriels, etc., de mettre tout ça au diapason. Et donc, c'est passé déjà par un premier truc qui s'appelle les remembrements agricoles. C'est assez surprenant que les espèces aient résisté. Quand on discute, moi je discutais avec mon grand-père, j'ai eu la chance de voir mes grands-parents assez longtemps, de ce que c'était la campagne, de ce que c'était que garder les chèvres dans les campagnes et les sainfoins avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des cailles qui s'envolaient de partout, les enfants s'amusaient tous à attraper des alouettes et ça grouillait, littéralement ça grouillait. C'est plus du tout le cas. Donc les agriculteurs, ils ont été emmenés là-dedans, forcément. Ils ont suivi... pas tous, il y a quand même des agriculteurs qui se rebellisent un petit peu à tout ça, mais la majorité ont suivi. Et puis il faut reconnaître, ça a été le plus grand plan social français. On est passé de 7 millions d'agriculteurs à aujourd'hui 400 000. Donc les fermes deviennent immenses. Vous êtes dans votre tracteur à gérer 500 hectares, vous croyez que vous avez 5 minutes pour vous occuper de préserver les prairies humides ou quoi que ce soit. Vous êtes un chef d'entreprise qui est là pour essayer de gagner 3 sous avec l'hectare et puis surtout de bien fonctionner avec la réglementation, la politique agricole commune, etc. Donc coupable numéro 1, les politiques agricoles. Il y a d'autres coupables, Frédéric Giguet, la déforestation, la chasse, le changement climatique. Il y a beaucoup d'autres pressions. Je pense que pour compléter aussi sur l'agriculture, il y a tout ce qui va être, on va dire, la course technologique. Vous parliez de Rachel Carson qui alertait sur les méfaits d'un pesticide qui faisait disparaître les rapaces, alors notamment qui amenuisait l'épaisseur de la coquille des faucons pèlerins. Du coup, tous leurs œufs se cassaient. Du coup, il n'y avait plus de nouvelles générations. Mais on est dans un système où on dit « Ah, celui-ci pose problème, c'est pas grave, on vient d'en inventer un autre. Et puis si celui-ci, on va mettre 10 ans à s'apercevoir qu'il pose problème, mais on en a un autre. » Et on arrive comme ça jusqu'aux néonicotinoïdes aujourd'hui, où on les retire parce qu'on s'aperçoit que ça tue tous les insectes, et pas que les insectes cibles, toutes les abeilles. On est aussi dans un système où on pense que les inventions technologiques vont toujours nous sauver. Et en fait, on est dans une course en avant, on fonce droit dans le mur et on y va de plus en plus vite à chaque fois. Et au-delà de ces pressions, il y en a beaucoup d'autres. Pour pouvoir nourrir tout le monde, on va grignoter sur la forêt. Pour pouvoir loger tout le monde, on va augmenter la taille des villes, des villages, des habitations. On a artificialiser les sols. Voilà, les imperméabiliser avec plein de conséquences. L'eau qui ne s'infiltre plus, on modifie le cycle de l'eau, de la végétation, le climat. Et là-dessus, on continue alors de la même manière qu'on exploite les plantes pour se nourrir, on a aussi une exploitation des animaux par l'élevage, mais on a aussi une exploitation d'animaux sauvages pour des questions de loisirs, notamment la chasse. Alors la chasse est rarement responsable de l'extinction d'espèces. Elle l'a été pour le pigeon voyageur en Amérique du Nord, mais la chasse peut contribuer à mettre en danger des espèces. Un petit peu comme, on va dire, si vous avez un diabète, vous allez survivre. Si vous avez un diabète et la Covid, vous pouvez y rester. C'est un petit peu pareil, il y a des facteurs aggravants. Le tableau est sombre, il y a quand même beaucoup de charges contre l'humanité à ce stade du procès, mais on va essayer de trouver des circonstances
atténuante, parce que nous avons quand même développé au cours de notre histoire des liens particuliers avec les oiseaux. Ils peuplent notre imaginaire, nos contes, nos légendes, nos mythes, et nous les observons souvent quand même avec émerveillement, comme en attestent d'ailleurs les collections de nos musées. Et j'appelle à la barre Françoise d'Allemagne, qui est chargée de recherche et de collection au MUSEM. Alors pour ce procès sur les oiseaux, comme pièce à conviction, j'aurais pu vous amener mon chat. On a parlé du chat, puisqu'il se dit que nos félins domestiques contribuent par leur instinct de chasseur à la diminution du nombre des oiseaux. Mais j'ai préféré vous apporter cet objet délicat qui attire la curiosité. Il s'agit d'un nid de bélier, c'est-à-dire un oiseau tisserand, qui a été ramassé sur l'île de la Réunion car il était tombé au sol et qui est rentré dans les collections du musée en 1998. Donc l'oiseau tisserand, c'est un oiseau passereau dont la population se porte bien, contrairement à d'autres oiseaux dont on a parlé, et qui mérite quand même l'attention par la délicatesse et l'ingéniosité des nids qu'il construit, d'où son nom d'oiseau tisserand. C'est une espèce où le travail est genré. Il s'agit du mâle qui construit le nid, et la femelle le décore pour en faire un nid douillet pour ses œufs, puis ses petits. Si ce nid a piqué la curiosité de celui qui l'a ramassé, c'est que l'oiseau tisserand mâle utilise une sorte de technique de tissage en réalisant de nombreux nœuds compliqués pour fabriquer son nid. Il élabore ses nids avec une entrée par le bas, à la fois pour se protéger des prédateurs, mais aussi pour se protéger des intempéries. Il sait d'ailleurs climatiser, entre guillemets, son nid, faire diminuer la température du nid en cas de forte chaleur ou au contraire l'augmenter s'il fait froid. Les colonies d'oiseaux tisserands font aussi des sortes d'habitats partagés en reliant de nombreux nids les uns aux autres. C'est en fait un petit architecte écologique dont l'homme ferait bien de s'inspirer. On parlerait alors de biomimétisme. Les oiseaux, de par leur façon d'être au monde, nous enseignent en effet un art de vivre des plus respectueux et des plus profonds aussi. Cette pratique de tissage de l'oiseau tisserand s'apparente à une pratique textile qui est pour l'espèce humaine en général dévolue aux femmes. Et là, en l'occurrence, chez l'oiseau tisserand, c'est le mâle qui tisse, qui tricote. Et c'est la femelle qui choisit le mâle justement en fonction de ses aptitudes et de son ingéniosité. Et puisque l'on parle de pratique textile, j'ai une seconde pièce à conviction à vous présenter. On a parlé d'écoféminisme lors de précédents procès du siècle, et peut-être pourrait-on aussi parler d'écoféminisme aujourd'hui, de reconnexion à la nature et au corps, de revalorisation du travail domestique. En effet, pour les oiseaux et pour beaucoup de femmes, c'est un peu le même combat, à savoir survivre et faire entendre sa voix ou son chant. Et ce patchwork pourra nous en convaincre sans peine. C'est une œuvre de l'artiste anglaise Delaine Lebas. Il a pour titre Autumn, You Fucking Bitch, donc je ne vais pas vous faire de traduction. Et il fait explicitement référence au mythe de Philomèle, qui est raconté dans les Métamorphoses d'Ovide. L'histoire d'une jeune femme, Philomèle, violée par son beau-frère, qui lui coupe ensuite la langue pour l'empêcher de parler. Alors Philomèle tisse une toile pour en avertir sa sœur, Procnée. L'histoire se poursuit par la vengeance et le meurtre. Ce mythe raconte la perte de l'innocence et la violence faites aux femmes. Dans les Métamorphoses d'Ovide, Philomèle et sa sœur, Procnée, sont transformées en oiseaux, l'une en rossignol et l'autre en hirondelle. Et en bas du patchwork, on peut voir en effet un oiseau qui regarde la scène. Même s'il ressemble plus à un rouge-gorge, l'artiste a probablement voulu représenter un rossignol Philomèle, reconnaissable à son chant merveilleux entre tous. Voilà l'oiseau, le rossignol Philomèle. Merci Françoise. Alors Frédéric Giguet, Sébastien Blache, c'est quand même un peu des circonstances atténuantes, cette manière que nous avons de conserver comme ça des pièces à conviction dans nos musées pour garder la mémoire de ces oiseaux ou pas ?
Est-ce que ça peut nous aider un peu à, je sais pas, par l'émerveillement, par exemple, à mieux les conserver, mieux les considérer, mieux les protéger ? On va dire l'humanité entière est responsable parce que c'est le développement de l'espèce humaine qui dégrade tout et qui prend la place d'autres espèces. Au milieu de tout ça, alors moi c'est un peu mon rôle de chercheur, c'est mon métier, c'est à ça que j'essaie de vouer ma carrière, c'est de se dire, il y a plein de choses qui ne vont pas, et pourtant je suis sûr qu'en cherchant, et avec plein de données, on va arriver à trouver des solutions, des choses qui vont bien, des circonstances atténuantes, de l'espoir. Et il faut surtout associer à ce discours alarmiste de « c'est tout noir, ça va mal, les oiseaux sont en déclin », à « oui, mais nous avons identifié des solutions qui fonctionnent, elles peuvent être locales, très fonctionnelles, très pertinentes, et on sait comment faire. Il y a des espaces protégés, les réserves naturelles, l'agriculture bio, etc. Et il y a des expériences, en tout cas des changements conceptuels aussi dans l'agriculture. Justement, Sébastien Blage, c'est un travail colossal de modifier les pratiques, mais c'est ce que vous faites au quotidien à la ferme du Grand Laval que vous gérez dans la Drôme. Expliquez-nous comment, en quelques mots. Il y a deux choses qu'on essaie d'appliquer. La première, c'est une agriculture de bon sens. De bon sens, ça veut dire qu'il fait appel un peu à des notions d'écologie. En fait, si on réfléchit juste un tout petit peu, qu'est-ce qui fait l'abondance et la richesse des écosystèmes ? C'est 2-3 notions, comme par exemple, plus vous avez d'habitats différents à un endroit et plus vous avez d'espèces différentes qui y habitent. Et plus cet habitat est connecté, plus il y a de la fonctionnalité et ces espèces peuvent vivre. Si vous mettez ça en place sur une ferme, il y a des choses qui se passent. Et ce qui nous a paru intéressant, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un modèle agricole qui est capable de le produire lui-même sans qu'on soit paysan naturaliste ? Et il y a un modèle qui fonctionne et qui naturellement crée ça, c'est la polyculture élevage. Qu'est-ce que vous cultivez dans votre polyculture ? On a un troupeau de brebis qui pâture sur toute la ferme. On a de l'arboriculture. L'arboriculture en agriculture biologique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et le problème, c'est qu'il faut changer de manière de réfléchir. Si on veut trouver des solutions qui répondent de la même manière qu'un pesticide, c'est impossible. Vous savez, aujourd'hui, un verger qui veut avoir une économie, c'est 2-3% de dégâts seulement. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Avec un pesticide, c'est possible. Sans pesticides, c'est pas possible. Et nous, on a choisi cette voie-là, la voie de l'antagonisme. L'antagonisme, c'est une règle en écologie qui dit que plus vous avez de diversité d'espèces, moins vous avez des espèces qui pullulent et qui peuvent prendre la main sur l'écosystème. Et cet antagonisme sur la ferme, on essaie de le mettre en place par notre modèle et par tous les habitats qu'on crée, qu'on partage. C'est vraiment faire un écosystème qui cohabite avec nous et qui nous permet d'échanger avec cette faune, les oiseaux par exemple. Et sur 17 hectares, par exemple, vous avez créé une mare par hectare. Voilà, le truc qui est très très important, c'est que quand vous créez un habitat, il faut que cet habitat soit très présent. Effectivement, l'exemple, c'est 17 mares. Donc vous avez des mares partout maintenant. Eh bien, en 3 ans, on a observé 50% des espèces de libellules observables en France sur la ferme. Et les oiseaux, on le voit, nous, il y a des espèces où il y a encore, heureusement, un peu de migration, des mouvements, des oiseaux qui cherchent, des écosystèmes et qui, de temps en temps, arrivent chez nous, trouvent et ça marche et ils se développent. Avec le philosophe Baptiste Morisot, vous avez créé l'association Réensauvager la ferme et le réseau des fermes paysannes et sauvages, qui sont des laboratoires d'expérimentation parce qu'en fait, il faut changer d'échelle. En fait, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est qu'on ouvre la ferme à des visites, à des rencontres avec d'autres paysans. Déjà, il y a plein de paysans qui sont très intéressés par ces questions-là, mais qui sont pas forcément des naturalistes. Alors, il existe une association qui s'appelle Paysans de Nature, qui rassemble des agriculteurs naturalistes chevronnés pour la plupart, même si maintenant, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Nous, on en fait partie. Donc c'est déjà très optimiste d'avoir un réseau de paysans qui s'engagent vraiment très fortement sur ces questions-là. Et puis nous, on rencontre dans notre région aussi plein de gens qui viennent nous voir, qui sont des maraîchers, des éleveurs, des arbos, et qui ont envie de faire des choses. Et de là, on a eu l'idée de créer une association avec Elsa qui s'appelle les fermes paysannes et sauvages. Donc il y a le terme sauvage qui est un terme de philosophie qui est lourd de sens en fait. Utiliser le terme sauvage en agricole, moi, ça m'a valu d'aller à la Confédération paysanne à un colloque et d'être
pas à lyncher, mais à pas loin, parce que c'est très, très négativement connoté par le monde agricole, le sauvage. Et le réensauvagement, encore plus. Donc, du coup, nous, il a fallu qu'on explique ce que ça voulait dire, le réensauvagement paysan, qui, pour moi, fait partie des choses un peu universelles qui pourraient être un geste commun. En gros, ça veut dire laisser certains écosystèmes fonctionner tout seuls, quoi. Mais ça fait toute la différence. Vous plantez une haie, laissez-lui vivre sa vie de haie, en fait. Allez pas chercher une utilité autre que sa présence. Donc ça, c'est ça. Et ensuite, créer une association des fermes paysannes et sauvages, ça permet de se mettre tous ensemble, de se sentir plus forts, d'assumer nos choix, qui ne sont pas forcément simples. Quand vous décidez de planter des haies, alors que tout le monde a arraché les haies, je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Moi, il y a des anciens qui me regardent avec des yeux du luberlu, quoi. On est un petit peu ceux qui cassons tout dans la plaine, quoi. Forte pression sociale. Voilà, donc ça, eh bien, en fait, en se rassemblant, on est plus fort, on s'appuie, on discute, on échange. Cette année, c'est l'année des coprophages. En gros, c'est l'année du bousier. Vous voyez, comme terme, le bousier dans une ferme, c'est quand même un drôle de thème. Eh bien, c'est l'occasion d'échanger, de voir pour nous, les éleveurs, qu'est-ce que ça veut dire, les traitements des animaux, l'impact d'avoir des bouses qui ne sont pas polluées, et donc tous ces insectes qui rentrent dans la chaîne alimentaire. Et donc, du coup, vous savez, quand vous avez un agriculteur qui, d'un seul coup, prend conscience de ça, qu'il n'était pas, et qui se met à avoir les yeux qui brillent face à un bousier qui sort d'une bouse, eh bien, c'est gagné. Et on en a, en fait. Nous, on a des copains qui ont mis des nichoirs dans des vergers de pêcher qui étaient traités chimiquement. Et les agriculteurs, quand ils sont arrivés avec leurs atomiseurs et qui savaient qu'il y avait des mésanges, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus quoi faire. Parce que là, d'un seul coup, vous faites quoi ? Voilà, ce sont des initiatives comme la vôtre qui, à l'heure de ce procès, sont quand même de formidables circonstances atténuantes. Après, on a bien compris qu'il fallait évidemment changer d'échelle, mais c'est vrai qu'il y a des humains qui se mobilisent partout sur la planète pour préserver aussi les oiseaux. Et pour compléter ce tableau, j'appelle un second témoin à la barre, un témoignage qui a aussi été réalisé par la commission d'enquête du MUCEM. Bonjour, je m'appelle Émilie. Puis ce soir, pour vous, je vais être Fleurette. Je m'appelle Fleurette Paradis. J'habite dans un grand bungalow avec jardin depuis 1957 dans la banlieue de Montréal. On dit parfois que mon lieu de vie est à l'image de mon nom. Un petit jardin d'Éden rempli de parfums puis de fleurs. Contrairement à mes voisins qui chérissent leur carré de gazon bien vert, parfaitement taillés, et croyez-moi, ils sont parfaitement taillés, moi je préfère l'abondance désorganisée des couleurs. C'est vrai que dès que je suis arrivée ici, j'ai planté tout ce que je pouvais planter. Et pas que des roses, pas que des fleurs pour faire joli. Dans ma cour, il y a aussi 2 vieux pommiers tordus dans lesquels j'accroche des mangeoires l'hiver pour les oiseaux. L'été, ils peuvent venir se servir dans tout ce qu'ils veulent. C'est open bar. C'est pour eux, c'est cadeau. Un peu pour moi aussi, mais juste un peu. Il faut dire que j'ai une relation très particulière avec les oiseaux. À chaque décès d'un de mes proches, je reçois la visite d'un oiseau. Vous me direz sûrement que j'en vois tous les jours, mais je peux vous jurer que là, c'est différent. C'est une visite à laquelle je prête beaucoup d'attention, comme un cérémonial, un dernier adieu. Parfois, j'oublie l'existence de ce rituel, puis la vie, ou plutôt la mort, me surprend. Au décès de ma grand-mère, par exemple, j'étais très préoccupée par les préparatifs de la cérémonie funéraire, la maison à vider, les papiers du notaire. Je m'agitais beaucoup, je dormais peu. Je prenais même pas le temps de boire mon café au jardin. Eh bien, c'est finalement le jardin qui est venu à moi. Ça a commencé dans la cheminée. Il y a eu des bruits qui m'ont fait sursauter. J'ai fait le saut parce que je l'utilise plus depuis des années. J'ai même installé 2 petites portes à l'entrée du foyer pour couper le froid. Donc, je savais pas ce qui se tramait là-dedans. J'ai d'abord cru qu'il y avait un écureuil qui venait se réfugier. Je me suis rapprochée pour écouter. Il n'y avait pas de grattement. C'était donc pas un rongeur. Il m'a plutôt semblé entendre un battement d'ailes. Lorsque j'ai ouvert les petites portes, j'ai découvert une hirondelle qui me regardait, qui s'est laissée prendre. Elle était calme, calme, calme. Ça m'a tout de suite apaisée. Combien de temps on est resté comme ça, elle et moi, je sais pas. Le temps s'est arrêté.
c'était le dernier moment avec ma grand-mère. Mon voisin Henri, lui, il est historien. Il dit plutôt qu'il est archéologue des médias. Il sait que j'adore les oiseaux. Il m'a raconté qu'au 19e siècle, les Canaries avaient littéralement envahi les salons des maisons bourgeoises. C'était avant l'arrivée des gramophones puis des phonographes. Les Canaries avaient le rôle de divertir les gens en occupant l'espace sonore, un peu comme on allume la radio aujourd'hui, ou qu'on se met des écouteurs en allant se promener dans le bois. Ce qui est un peu absurde quand on y pense, parce que quand on se met des écouteurs, on n'entend plus le chant des oiseaux. Bref, au 19e siècle, on dressait les Canaries en leur apprenant des airs connus. Il y avait toute une économie basée là-dessus. Il y a même certains Canaries qui étaient entraînés pour reproduire des bruits de la nature, de l'eau qui coule sur des rochers par exemple. Cette histoire de Canaries, elle me perturbe complètement, parce que chanter, pour moi, ça se fait pas dans une cage. Il paraît d'ailleurs que si ces oiseaux-là étaient relâchés dans la nature, leur chant pouvait plus séduire du tout les autres membres de leur espèce, ce qui est complètement dénaturé l'une des raisons du chant des oiseaux, faire relation avec leurs congénères. Moi, j'adore chanter. Je suis loin d'être une soprano colorature, mais je me laisse souvent aller à la chansonnette quand je jardine. J'ai l'impression d'être un peu la choriste des oiseaux de ma cour. Merci. Fleurette Paradis, merci beaucoup. Eh bien, c'est la fin de ce procès qui approche. Voici l'heure du jugement, parce que c'est un procès, après tout. Alors, que disent nos experts, finalement? Partiellement coupables, mais en voie de rédemption, l'humanité, ou faudrait des millions d'heures de travaux d'intérêt général, ou je ne sais pas. Quel est votre jugement, finalement, pour conclure ce procès? Forcément coupable, et forcément une des seules chances de s'en sortir aussi. Donc on va pas peut-être pas condamner tout le monde, mais on va le faire quand même pour inciter les gens, en tout cas la société, les gens de bonne volonté à être mieux écoutés et à pouvoir changer le modèle global. Et maintenant, la parole est à vous, mesdames et messieurs, soit pour être jury et donner votre verdict, soit juste pour poser des questions ou témoigner. Oui, moi je vais poser une question par rapport aux politiques, avec ce qui s'est passé dans le gouvernement Attal, le gouvernement Barnier, la non-obligation de jachère, toutes les conventions climat qui devaient être promulguées, qui finalement sont en attente. Bon, il y a bien évidemment l'élection de Trump. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que je salue bien évidemment l'action de tous ces agriculteurs comme vous, dans la Drôme notamment, mais ça se passe à l'échelle globale quand même. Alors que pensez-vous du contexte? Les politiques, on n'arrivera pas à les convaincre. C'est leurs électeurs qui les feront changer ou qui changeront leurs représentants. Donc c'est cette prise de conscience qui est importante, ce changement de mode de vie, d'envie. Et moi, mon rôle, c'est d'éclairer pour dire voilà vers où on va si on fait tel choix. Voilà, sans porter de jugement. Et de plus en plus, après, dans l'action, je vous avouerai que moi, je prends mes décisions en fonction des oiseaux. Je vois l'intérêt des oiseaux que j'essaie de protéger et pas des humains, pas des collègues que ça pourrait gêner, pas de ceux qui disent « Ah non, non, surtout pas, parce que moi, si tu fais ça sur telle espèce chassée, les chasseurs vont pas être contents et ça va mettre en danger tel réseau, etc. » Ça, pour moi, si c'est intéressant, à mon avis, pour les oiseaux de le faire, je le ferai, quelles que soient les contraintes humaines. Merci à tous pour votre écoute attentive. Merci à vous pour votre expertise et puis nous vous souhaitons une bonne soirée. Cette séance a été enregistrée le 6 janvier 2025 avec la participation de Sébastien Blache, Frédéric Giguet, Françoise Dalmagne et Anne-Cécile Bras à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, Oser l'utopie. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Anne-Cécile Bras, François Saltiel, Thomas Legrand et Paloma Moritz. Pour les commissions d'enquête, Fabienne Julien et Grégoire Ingold. En
partenariat avec Libération et So Good. Avec la complicité de l'Après-M et de Je crains des gains, journée pour l'élimination des violences faites aux femmes et minorités de genre. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du Mucem pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.